Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi 19 octobre 2022 et les hasards m'ont amené cet ouvrage entre les deux pognes de ma main. Celui-ci, René Guénon, La crise du monde moderne. Alors non seulement le dessin est très joli, de qui est-il? Bon, on va peut-être le trouver à l'intérieur. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Ah, je pense que c'est là, mais malheureusement, il y a un truc qui est... Il y a un petit truc collé dessus, on ne peut pas le savoir. Bref, René Guénon, voilà. Ça fait longtemps que j'entends parler de ce René Guénon qui, qui s'est intéressé au soufisme. Je pense que c'est un petit peu, il est dans la même veine que Eva de Vitré, Meyerowitsch. Euh, et donc, voilà, ça me paraissait intéressant de, de lire quelques petits trucs là-dessus. Alors, je vais commencer par la petite biographie, ça tient sur deux pages, que lui consacre ce Gallimard. Alors, cet ouvrage apparemment a été écrit en 1946. Donc, on sortait de la guerre. René Guénon l'avait sans doute vécu, je ne sais pas comment, avec quelle intensité, etc. Mais voilà, je suppose que sa vision était un petit peu liée aussi à ça. Ça va être intéressant de lire ça. Alors moi, je le découvre en même temps que vous. Je découvre euh, la lecture et j'en profite pour commenter, voilà, pour digresser à partir de ces lectures. Et c'est lié avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, une théorie téléologique qui s'intéresse à l'évolution de l'humanité. Et je dis que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, la paix universelle, voilà, c'est un petit peu cette chose-là. Voilà, la paix universelle, le bonheur, l'éveil, voilà. Alors, je commence la lecture. Né à Blois en novembre 1886, René Guénon s'installe à Paris en 1904 afin de préparer les concours aux grandes écoles en mathématiques spéciales. Parallèlement, il s'intéresse aux mouvements occultistes de toutes sortes qui fleurissent à cette époque dans la capitale. L'année de son mariage, en 1912, donc il avait 12, 86, 14 et 12. 14 et 12, 28 ans. Il est reçu en maçonnerie à la Grande Loge de France, puis en islam. Et il est initié au soufisme et prend le nom d'Abdel Wahid Yahya, le serviteur de l'unique. Ah bah tiens, voilà, alors c'est pour ça en fait qu'il s'intéressait, je savais qu'il s'intéressait à l'islam, mais je ne savais pas qu'il s'était converti en fait à l'islam. Mais beaucoup à cette époque-là, beaucoup de penseurs, d'islamophiles, d'orientalistes se sont, euh, pour ceux qui s'intéressaient à la spiritualité,
Et c'est marrant parce que tiens, il y a quelque chose qui passe à la télé qui est en lien euh, avec l'islam. Et le pire d'ailleurs de l'islam qui est apparemment ce qui se passe en Afghanistan, où on oblige malheureusement les femmes à porter le voile. Voilà, alors le voile, c'est quelque chose que je défends en Europe pour les femmes qui veulent se porter le voile, qui veulent porter le foulard, etc. C'est leur choix et à partir du moment où c'est un choix, personne ne devrait discuter de ce choix-là. Ce qui est discutable, c'est l'obligation, c'est le fait de contraindre quelqu'un et de contraindre une femme. On sait maintenant que c'est quelque chose qui est avilissant, donc il est légitime pour l'Occident de lutter contre l'obligation du voile, mais il ne devrait pas le faire sous cet angle-là. S'il mettait vraiment de la bienveillance, il ne contraindrait, il marquerait vraiment la différence entre les personnes qui ont envie de le porter, pour qui c'est un choix. Quand c'est un choix, ben voilà, il est extrêmement respectable dans ce choix-là. Et par contre, lutter contre toutes les formes d'oppression et d'obligation à le porter par le patriarcat, par le mari, par la famille ou par... Voilà. Donc, protéger les femmes qui sont obligées de le porter, leur permettre de s'émanciper, si elles le désirent, donc aider à se libérer de l'obligation, mais en même temps respecter celles qui veulent le choisir. Voilà, c'est un choix. Bon, bref. Alors, il s'est fait appeler donc Abdelwahid Yahya, le serviteur de l'unique. Titulaire en 1916 d'un diplôme d'études supérieures de philosophie consacré à Leibniz et au calcul infinitésimal, il fréquente Jacques Maritain et les milieux thomistes. J'ai entendu parler de ce Jacques Maritain aussi. Malheureusement, ma mémoire ne veut pas retenir les choses. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Je continue. Il voue alors sa vie à la seule quête de la connaissance, ou somme métaphysique traditionnelle, dénonce les errements des religions occultistes dans le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion. Et oui, il y avait les théosophes à l'époque. Alors, ça serait intéressant de savoir ce qu'ils proposaient, ces théosophes. Parce qu'ils étaient combattus un peu par les philosophes, par les religieux, etc. Donc, ça serait intéressant de savoir quelles étaient leurs façons de penser. Et l'erreur spirit, 1923, collabore à de nombreuses publications consacrées à la science cachée, particulièrement dès 1925, à la revue Le Voile d'Isis. Oh, alors voilà, le Voile d'Isis, je pense que c'est les spiritualités grecques qui déclinaient sans doute des spiritualités orientales, égyptiennes, et voilà, qui devient bientôt étude traditionnelle. En 1928, à la mort de sa femme, donc 1912-1928, ils ont vécu 16 ans ensemble. Il quitte Paris, puis l'Europe, pour s'installer définitivement en terre d'islam. Il vit au Caire à partir de 1930, épouse la fille d'un cheikh en 1934. Il s'attelle à la dénonciation systématique de la rupture opérée par le monde occidental depuis la fin du Moyen Âge
avec l'inspiration spirituelle qui doit commander à l'organisation religieuse et sociale. Il publie Orient et Occident, qui fixe les conditions de la reconstitution d'une véritable élite, 1928-1924, puis la crise du monde moderne, le roi du monde, 1927, et autorité spirituelle et pouvoir temporel. Alors, c'est là où cette dénonciation, il s'attelle à la dénonciation systématique de la rupture opérée par le monde occidental depuis la fin du Moyen-Âge avec l'inspiration spirituelle. Oui, c'est à partir de là qu'il y a quand même une sorte de dichotomie. Alors, cette dichotomie, si elle a eu lieu, si le monde occidental s'est séparé du monde spirituel, de sa partie spirituelle, il y a des raisons, et c'était à juste titre. Il fallait faire une scission pour pouvoir, parce que l'implication du religieux dans le politique, dans la vie sociale, était intense. Donc, il a fallu mettre de côté le spirituel, le religieux, pour pouvoir développer l'autre partie. Ça s'est fait instinctivement. L'homme n'était pas apte, la conscience humaine n'était pas apte, elle ne l'est toujours pas aujourd'hui, mais elle ne l'était pas à cette époque-là, apte à dire, bon, eh ben, on va passer sur le laïque parce qu'on a besoin pour développer le droit, les lois, etc., tout un tas de choses, mais on ne va pas se battre avec le spirituel, on va le garder près de nous, on va vous demander, vous, spirituels, de nous accompagner, mais sans nous opprimer, sans, voilà, etc. Donc on va partager un petit peu les réflexions, on a besoin de votre point de vue, etc. Ça aurait été dans un monde idéal, un monde qui permet réellement un monde conscient, un monde intelligent. Mais on n'est pas arrivé à ce niveau-là. On n'est pas là. On a beau le regretter, c'est comme ça. On n'est pas encore au moment où on peut évoluer intelligemment. On est en fait, la laïcité a été obligée de rejeter complètement le spirituel, de se battre contre le spirituel. Mais le spirituel, à l'époque de la laïcité, mettait la pression. Il ne voulait pas quitter l'enseignement, il ne voulait pas, etc. Il y avait tout un tas de choses qu'il ne voulait pas, où il faisait vraiment obstruction à l'arrivée. Donc, il y a une sorte de réaction violente pour écarter le spirituel. Voilà, qui s'est fait. Malheureusement, ça ne se fait pas par l'intelligence. On n'en est pas arrivé à ce degré-là. Et c'est dommage. Et au final, ça a fait que l'Occident a repoussé au limbe le spirituel. Et maintenant, on en paye les conséquences. Parce qu'en fait, il y a on est parti dans l'irraisonné, on a perdu toutes des choses qui étaient essentielles du spirituel. Il y avait des choses négatives qu'il fallait écarter, bien entendu, mais des choses fondamentales sur le sens de la vie, ont été complètement rejetées avec l'eau du bain. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et c'est ce qui fait qu'on ne comprend plus l'Orient. Voilà, c'est aussi un des problèmes, la crise du monde, quand il dit c'est la scission qu'on remarque entre l'Orient et l'Occident. Cette scission, elle est aussi parce qu'on ne peut plus comprendre ce monde qui est encore extrêmement spiritualisé.
On peut plus, l'Occident ne peut plus comprendre ça parce il est sorti de ça. Alors tout doucement, on revient un petit peu là-dedans et tout doucement, le monde trop théologique est en train d'écarter un petit peu les pouvoirs religieux pour pouvoir faire passer, pour pouvoir s'entendre aussi avec ce monde. Sinon, on est dans, et on est arrivé dans une incompréhension totale, hein. Voilà, il y a une incompréhension totale entre le monde spirituel et le monde matériel, quoi. Donc je continue. Il meurt le 7 janvier 1951. Il est l'auteur de 26 ouvrages et de 350 articles qui formeront la matière de 10 volumes. Toute son œuvre critique de la modernité, notamment le règne de la quantité et les signes des temps, écrit en 1945, vise la restauration de la civilisation traditionnelle, selon la définition qu'il en donne dans Orient et Occident. Voilà, alors là, ça serait bien de savoir ce qu'il veut dire par là. Une civilisation qui repose sur des principes au vrai sens du mot, où l'ordre intellectuel domine tous les autres. Voilà, c'est ce que nous avons perdu. Nous ne sommes pas dans le monde intellectuel raisonnable, on est dans l'intelligence pure, c'est l'intelligence du marché qui domine, c'est plus l'intelligence supérieure qui est un mélange de spiritualité, de philosophie, voilà, de pensée. Là, l'intelligence, le monde intellectuel actuel qui domine l'Occident, c'est l'intellectualisme marchand, c'est l'intellectualisme du marché. Donc tout est calculable, vendable, etc. etc. Mais on n'est pas dans... Et binaire, quelque chose qui est noir et blanc. Voilà, il n'y a pas la subtilité des choses. Et là, il suffit, ce soir, j'ai écouté une émission sur TPMP. J'écoute jamais ça, mais je sais pas pourquoi. Bon, voilà, j'ai écouté ça. Mais c'est d'un révoltant, c'est hallucinant, quoi. C'est une dizaine de types qui, parce qu'il y a eu évidemment un crime horrible qui s'est passé ces jours-ci, mais des crimes horribles, il y en a 50 par an, et il y a 800 crimes chaque année, voilà, dans le monde. Et encore un crime qui est apparemment, semble-t-il, commis par quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Donc, et là, il y a une sorte de vindicte. Et ces gens-là ont le pouvoir de parler tous les soirs pendant des heures et de dire ce qui est bien à penser au peuple. Et le peuple est exclu c'est devenu des sortes d'élites, de pseudo-élites, quoi, des élites populaires, mais voilà, et qui parlent au nom du peuple, et qui seraient prêts à remettre en cause toutes les évolutions de la société, quoi. Ils sont contre la grève, ils sont contre... Voilà, là, ils sont contre le fait que on ne peut pas juger les malades mentaux. Mais là, ils voudraient qu'on juge les malades mentaux, qu'on les enferme éternellement, qu'il n'y ait plus de possibilité de liberté pour personne, quoi. Parce que on commence par là, et puis c'est pour chaque crime. Voilà, chacun ira. Et en plus, c'est ces gens-là qui décident de ce qui est le plus terrible, quoi. Voilà, pour eux, ce crime-là, c'est le sommet de la hiérarchie des crimes. Alors, c'est odieux ce qui s'est passé. C'est une horreur monstrueuse, mais voilà, qu'est-ce que quelqu'un qui décrète une guerre, qui va envoyer au charbon des milliers, des dizaines de milliers de jeunes types de 20 ans,
C'est pas un criminel, qu'est-ce que c'est? Voilà. Qui va dire ce qui est dans la hiérarchie? Chacun avec sa propre sensibilité. Moi, j'ai été abusé, donc c'est les abuseurs qui doivent être à qui on doit couper la tête. Lui, il a voilà, quelqu'un ivre a renversé son fils, ou on doit les tuer. Non, mais c'est hallucinant les régressions que ces êtres humains, le mal qu'ils font à la société humaine. C'est dingue, on ne se rend pas compte de, euh, du mal que ces bourrins arrivent à donner à la société en la rendant de plus en plus dure, de plus en plus, de moins en moins empathique, de moins en moins capable de voir la complexité des choses. C'est une horreur, quoi. Alors, une civilisation qui repose sur des principes au vrai sens du mot, où l'ordre intellectuel domine tous les autres, où tout en procède directement ou indirectement, et qu'il s'agisse de sciences ou d'institutions sociales, n'est en définitive qu'application contingente, secondaire et subordonnée de vérités purement intellectuelles. Elle n'a de cesse de proclamer le déclin de l'Occident, entré dans le cycle que l'hindouisme nomme Kali Yuga. On en a parlé dans des vidéos précédentes. De démontrer que l'humanité vit désormais la période la plus sombre de cet âge sombre. Et n'oubliez pas qu'il écrit ça en 1946. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait penser la même chose. On pourrait penser que c'est l'âge le plus sombre. De toute manière, je pense que ce XXe siècle est l'âge le plus sombre pour l'Occident. Justement, à partir du moment où il s'est mis une scission avec le spirituel, avec le philosophique, avec, voilà, avec l'éthique, avec la morale. Je pense que l'Occident est rentré dans une période sombre. Et là, on voit à quel point les décennies sous le néolibéralisme ont assombri encore plus ce moment, quoi. Donc, plus sombre de cet âge sombre que la raison en est, depuis la Renaissance, l'oubli de la tradition, noyau originaire de toutes les métaphysiques, mythologies, religions, de toutes les civilisations. Le cycle est marqué par le triomphe des guerriers sur les prêtres. Ben c'est ça, on est sur le triomphe des guerriers sur les prêtres, quand on y réfléchit. Voilà. Et là, c'est la guerre, c'est les guerriers, effectivement, qui prédominent, et c'est les guerriers qui prédominaient dans l'offensivité de l'Occident vis-à-vis des autres cultures. C'était les guerriers qui étaient au pouvoir depuis 40 ans, il ne faut pas se leurrer. Depuis que le mur de Berlin est tombé, les guerriers ont poussé à l'agressivité. Et les guerriers, ce n'est pas que les guerriers militaires, c'est aussi les guerriers du marché. C'est la même chose. Ils ont pris le pouvoir, les guerriers du marché, les grands oligarques, quoi. Hein, ce sont des guerriers. Et ils ont pris le pouvoir sur le spirituel. Ils ont écarté le spirituel de leurs médias, des médias qu'ils dominent. Donc ils les ont carrément écartés du circuit, quoi. C'est incroyable. Il n'y a plus de spiritualité dans les médias, quoi. Voilà, c'est extrêmement marginal, alors que c'est un fondement de l'évolution de l'humanité. Et ils pensent que c'est plus raisonnable de ne pas, même pas tenir compte de l'idée d'un principe créateur. C'est quand même incroyable d'être arrivé à ce niveau-là. Le cycle est marqué par le triomphe des guerriers sur les prêtres, lutte qui affirme
autorité spirituelle et pouvoir temporel se poursuit encore de nos jours, quoique du fait du désordre moderne et du mélange des castes, elle se complique d'éléments hétérogènes qui peuvent la dissimuler parfois au regard d'un observateur superficiel. L'avenir, à la fin du cycle, passera par le relèvement de la tradition, nourrie de l'art spirituel du sacerdoce et de la scolastique thomiste de l'Église catholique. Voilà comment lui, il pensait que le renouveau. Moi, je pense que c'est pas ça, mais je pense qu'on va vers du spirituel, vers le retour d'un spirituel, mais un spirituel élevé au-dessus du religieux, en fait. Organisation authentiquement traditionnelle de l'art royal de la maçonnerie, dépositaire de l'héritage médiéval, de la rencontre des spiritualités d'Orient et d'Occident. Sa vie, René Guénon l'a vécue à la confluence de tous ces courants, tendue, annonçait-il dans Orient et Occident, vers le dévoilement de l'unité fondamentale de toutes les doctrines traditionnelles. L'accord sur les principes ne suppose aucunement l'uniformité. René Guénon demeure aujourd'hui le grand inspirateur en France comme à l'étranger des pensées et des penseurs de la tradition, particulièrement soucieux de dégager l'unité profonde de sa vie comme de son œuvre, convaincu par l'auteur du règne de la quantité que si nos contemporains dans leur ensemble pouvaient voir ce qui les dirige et vers quoi ils tendent réellement, le monde moderne cesserait aussitôt d'exister comme tel, car le redressement auquel nous avons souvent fait allusion ne pourrait manquer de s'opérer par là même. Eh bien, il rejoint alors la mécanique universelle. Si nos contemporains dans leur ensemble pouvaient voir ce qui les dirige et vers quoi ils tendent réellement, ce qui nous dirige, c'est le principe créateur, et vers quoi on tend réellement, vers la perfection, l'ultime perfection, la réunion avec le divin, eh bien le monde moderne cesserait aussitôt d'exister comme tel. Le monde moderne, dans son aberration matérialiste, cet hypermatérialisme-là qui nous déréalise, qui nous enlève de la réalité, en fait, qui bouffe nos existences. Nos existences, l'existence d'un type qui a passé 40 ans dans le système là, dans ce système, à partir du moment où le mouvement hippie s'est assoupi et où les Bernard Tapie ont pris le pouvoir, les Berlusconi et compagnie, là, quelqu'un qui a passé 40 ans dans ce système, mais vraiment inclus là-dedans, je pense qu'aujourd'hui, s'il s'interroge, il ne comprend rien à ce qu'il a vécu, quoi. Il a été embarqué comme un fétu de paille sur un fleuve complètement agité. Il a passé ses 40 ans à bosser, à ne pas comprendre, à être là, à être une sorte d'esclave du système qui n'évoluait même plus, où il ne pouvait même pas dire je peux acheter une maison, je peux faire ci, je peux faire ça, enfin, juste un système de survie, à travailler comme un malade, à être stressé comme un fou et à s'amuser comme on exigeait de lui qu'il s'amuse, quoi. Voilà, et à être fanatisé par ce système. C'est impossible de sortir de ça raisonnablement heureux de ces 40 ans qui sont passés, 50 ans qui viennent de passer. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette première... et peut-être je lirai l'avant-propos après sur René Guénon. Bon, bref, je ne peux pas m'empêcher, le monde est révoltant en ce moment-là. Je ne peux pas faire autrement qu'être révolté par ce monde.
C'est aberrant et on n'y voit pas de solution, c'est dingue. Voilà. Bon, merci de votre écoute, à bientôt.